Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Étendu sur le dos, le visage et le torse baignés de sueur, les yeux exorbités, le garçon dévisage l'inconnu penché sur lui. Sa barbe blanche broussailleuse déborde du masque qui lui cache le nez et la bouche. S'agit-il d'un monstre tout droit sorti d'un conte fantastique, d'un diable ou du mauvais génie responsable des douleurs lancinantes qui lui broient le crâne depuis des mois? « N'aie pas peur, je suis médecin », murmure le vieil homme à l'oreille du garçon couvert de sueur. « Je vais te soigner. Bientôt tu n'auras plus mal. Comment t'appelles-tu » Une infirmière traduit de l'anglais au bengali à voix douce. Le corps frêle de l'adolescent se détend. Il esquisse ce qui ressemble à un sourire. « Nayan. »« Très bien, Nayan. Je vais t'endormir. Quand tu te réveilleras, ta tête sera guérie. » Depuis qu'il a pris sa retraite et perdu sa femme dans un accident de voiture, Timothy Nataf, neurochirurgien britannique, a choisi d'exercer bénévolement son art dans une organisation humanitaire. Après avoir effectué des missions en Amérique latine, il a accepté de se rendre au Bangladesh. Dans ce pays déshérité, l'absence de structures chirurgicales et de médicaments, la pénurie de personnel spécialisé transforme chaque intervention en tour de force. « Où est passé l'anesthésiste ?» demande Nataf aux infirmières. Ces dernières haussent les épaules. Le médecin tapote sa montre. 10 minutes 1 heure. Pouvez-vous me dire au moins s'il compte se manifester dans le courant de la matinée? Même réaction de gêne et d'impuissance de la part des jeunes femmes. Bon, d'accord, j'ai compris. Nataf perfore une veine, introduit un cathéter et mélange plusieurs produits dans une poche de perfusion. Puis, il vérifie que le matériel dont il va avoir besoin a été correctement préparé. À la vue de ce qui l'entoure, une vague inquiétude lui serre le cœur. En guise de bloc opératoire, une chambre a été aménagée à la hâte dans une aile du dispensaire. Disposée de part et d'autre d'un lit de camp surélevé, 2 gros ventilateurs brassent bruyamment l'air surchauffé. Et au plafond, une poignée d'ampoules électriques a remplacé le cialytique. Après s'être assuré que Nayan était profondément endormi, Nataf s'empare du trépan électrique et le pose délicatement sur la zone du crâne qu'il s'apprête à percer et qu'il a préalablement marqué d'une croix à l'encre indélébile. « Préparez-moi le stylet plat, la fausse tente et la feuille de myrte » demande-t-il aux infirmières. L'expression ahurie des jeunes femmes lui apprend aussitôt qu'elles n'ont jamais assisté à une trépanation et qu'elles ignorent tout des noms et de l'usage des instruments. « Ça, c'est le stylet », indique patiemment le chirurgien. « J'ai disposé à côté la fausse tente et la feuille de myrte. Vous me les donnerez dans cet ordre quand je les demanderai. » L'intervention commence. Tandis qu'une infirmière éponge le sang qui s'écoule de la plaie, l'autre se contente d'essuyer la sueur qui ruisselle du front du chirurgien et lui détrempe la barbe. Nous arrivons maintenant à la phase la plus délicate de l'opération, avertit Nataf. Je vais scier le diploé sans bien sûr enfoncer l'os sur la dure-mère. Soyez très vigilantes. Une soudaine tension s'empare des assistantes. Comme si elles voulaient hâter le déroulement de l'intervention, l'une d'entre elles prépare de la charpie, les compresses et le bandage. À cet instant précis, la pièce se trouve plongée dans l'obscurité et les gros ventilateurs s'éteignent dans un râle plaintif. Panne d'électricité, constate une femme, la gorge serrée. Dans combien de temps le groupe électrogène prendra-t-il le relais demande Nataf en reposant le trépan à tâtons. Silence. Je vous ai posé une question, mesdemoiselles, s'énerve le médecin. C'est-à-dire que, docteur, le dispensaire ne dispose pas de groupe électrogène. Bafouille l'autre fille dans l'obscurité.
habitué à gérer des situations totalement imprévues, Nataf reste calme. Soit. Alors dites-moi, quand l'électricité sera-t-elle rétablie? Vous devez avoir l'habitude de ce genre d'incident. Nouveau silence. Je vous écoute. En période de mousson, il arrive parfois que les pannes durent plusieurs jours, chuchote la moins timorée des deux infirmières. Alors Timothy Nataf réfléchit à toute vitesse. Il lui faut décider et agir au plus vite. L'intervention n'est pas terminée. La plaie est à vif dans cette chambre surchauffée et non stérile. Son patient court un risque d'infection majeure. Mais comment poursuivre la trépanation sans éclairage et avec un trépan électrique devenu inutile? Vous courez au village. Que l'une d'entre vous se rende à l'auberge où j'ai pris une chambre et qu'elle rapporte la perceuse sans fil qui se trouve dans ma valise. Pendant ce temps, l'autre se procurera 4 lampes à pétrole. Pratiquer une trépanation à l'aide d'un outil acheté au rayon bricolage d'un magasin et de surcroît à la lueur vacillante de lampes à pétrole, de mémoire de médecin, jamais ce défi n'avait encore été tenté. Un exploit incroyable, réalisé pourtant avec succès le 5 août 1984 par le docteur Nataf. Il n'en a tiré aucune vanité. Sa seule récompense a été le sourire éblouissant que Nayan lui a adressé lorsqu'il l'a croisé quelques semaines plus tard, complètement rétabli. Et puis, un confrère admiratif lui demandant comment il avait procédé, le chirurgien a répondu avec simplicité « Oh, vous savez, des études paléontologiques ont prouvé qu'à l'aide de silex et de coquillages, nos grands aînés pratiquaient déjà des trépanations dès l'époque néolithique. Moi au moins, je disposais d'une perceuse sans fil et de lampes à pétrole. » Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Vous avez été captivé par cette histoire de Pierre Bellemare? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de laisser une note à ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare sur RTL. Un passé incroyable peut parfois, et des siècles plus tard, avoir des conséquences incroyables. Ah, il est vraiment trop sévère, le capitaine Bligh. Depuis que la frégate anglaise Bounty a pris la mer au début de l'année 1787, il ne cesse de faire administrer le fouet à ses hommes pour un oui ou pour un non. Parti de Londres, la Bounty a pour mission de gagner Tahiti pour y récolter des arbres à pain destinés à être replantés dans diverses colonies britanniques. Tant qu'on était en mer, les marins ont supporté sans trop se plaindre les sévices et vexations infligées par le capitaine. Mais le débarquement à Tahiti pour y chercher les fameux arbres à pain change tout. Le climat de rêve, les femmes, aussi belles que peu farouches, leur tournent la tête. Comment, après avoir connu un tel paradis, accepter l'enfer de la vie à bord? Aussi, dès que la Bounty reprend la mer le 4 avril 1787, une mutinerie éclate. Bligh et les marins qui lui sont fidèles sont abandonnés dans une chaloupe et après bien des difficultés parviendront à rejoindre l'Indonésie. Quant aux mutins, une partie seront repris, mais une autre partie, sous la direction de Christian Fletcher, parviennent à se réfugier dans la minuscule île de Pitcairn en compagnie de quelques Tahitiennes. Tout cela est connu. C'est la fameuse épopée des révoltés du Bounty qui a été incarnée à l'écran à plusieurs reprises par Clark Gable, Marlon Brando, Mel Gibson. Mais le plus extraordinaire, le plus incroyable est à venir. Et il va se produire longtemps, très longtemps après. Alors que tout le monde les avait oubliés, les hommes de Christian Fletcher ont continué leur existence à Pitcairn. Ils étaient loin de tout. L'île la plus proche, Tahiti, était à plus de 2000 km, et ils ont vécu à leur manière, une manière très particulière. Les mutins qu'ils étaient ne représentaient pas précisément des modèles de vertu. Les Tahitiennes, de leur côté, étaient plutôt délurées, et ils ont constitué une communauté où les notions de couple et de famille n'avaient pas grande signification.
Les années, les décennies, les siècles ont passé, et les habitants de Pitcairn ont continué à vivre en circuit fermé, pratiquant toujours la plus grande liberté de mœurs. Avec la célébrité soudaine des révoltés du Bounty, leur existence a un peu changé, mais guère. Ils se sont trouvés une ressource nouvelle, avec la visite des touristes, qui n'étaient pas bien nombreux en raison de l'isolement de l'île, perdue, toute seule, en plein milieu du Pacifique. Telle est la situation lorsque débute le 3e millénaire. Pitcairn, territoire britannique minuscule, ravitaillé tous les 6 mois par cargo, est un endroit charmant, un lieu chargé d'histoire et une communauté d'une 50aine de personnes qui y vit en vase clos. C'est alors qu'une journaliste anglaise, Dee Birkett, a l'idée de faire un séjour dans l'île pour en tirer un livre. Et ce qu'elle découvre est proprement effarant. Au sein de la population de Pitcairn, les lois de la morale ordinaire sont totalement ignorées. Dans ce groupe, où par la force des choses règne la plus grande consanguinité, la pédophilie, le viol et l'inceste sont considérés comme normaux. Et apparemment, personne ne s'en plaint. Ne sont-ils pas les descendants des mutins? Ils ne sont pas comme tout le monde, et ils en sont fiers. Que les hommes se complaisent dans ce dévergondage peut encore se comprendre, mais les femmes ont exactement le même point de vue. Elles sont violées dès leur enfance, parfois par leur propre père, mais cela ne les dérange pas outre mesure. Les habitantes de Pitcairn déclarent à la journaliste anglaise, qui n'en croit pas ses oreilles, « c'est comme ça, ce sont nos traditions. » Tradition ou pas, le livre d'E. Birkett, qui paraît début 2004, fait scandale en Angleterre, et la justice est saisie. Une enquête a lieu qui confirme cette incroyable liberté sexuelle proche de la bestialité. Elle confirme aussi l'état d'esprit de la population qui accepte cette dépravation sans problème. Mais là, il se passe quand même du nouveau. Alors que devant la journaliste, personne n'avait osé émettre la moindre critique devant les enquêteurs officiels, des voix divergentes se font entendre. Un certain nombre de jeunes femmes violées dans leur enfance acceptent de porter plainte. Seulement, craignant pour leur sécurité, elles quittent l'île et vont vivre en Nouvelle-Zélande. La justice est donc saisie, et c'est sur leur témoignage, qui sera diffusé grâce à un système de vidéoconférence, que le procès va avoir lieu. Les débats s'annoncent d'autant plus sensationnels que le principal accusé, Steve Fletcher, maire de Pitcairn, est le descendant direct de Christian Fletcher, le chef des mutins. Bien entendu, il n'y a jamais eu de procès à Pitcairn, et le juge Moore, qui a été désigné pour présider, devra s'organiser comme il pourra. Au mois de septembre 2004, une pirogue vient se ranger contre un gros bateau qui a jeté l'ancre non loin des rives de l'île minuscule dont on aperçoit la plage de sable blanc bordée de cocotiers. Un homme descend par l'échelle jetée le long de la coque du navire et prend place sans un mot dans la frêle embarcation. Après quoi, les piroguiers, sans dire un mot non plus, prennent le chemin du rivage. Tout est étrange, surréaliste dans cette scène. Il fait une chaleur moite, étouffante, et pourtant le juge Moore, qui se prépare à aborder, porte un costume noir, des chaussures de ville, une chemise et une cravate. Les lieux sont enchanteurs, paradisiaques, mais les rameurs, 4 hommes de race blanche, très bronzés, en short et t-shirt, arborent une mine farouche. Peu après, la pirogue accoste à un petit embarcadère de bois, le juge Moore y monte, il n'y a personne pour l'accueillir, ses compagnons, toujours sans prononcer une parole, lui font signe de les suivre, et après quelques minutes de marche au milieu d'une végétation luxuriante, débouche dans une minuscule agglomération faite de quelques cabanes, groupées autour d'une église protestante en bois. Quelques hommes et quelques femmes se tiennent sur le seuil de leur demeure, l'air hostile. Pour la première fois, le visiteur ouvre la bouche. « Où est le tribunal ?»« Ici, monsieur le juge. » Le lieu qu'il lui désigne, une sorte de grange en briques où caquettent quelques poules. L'homme ne fait aucun commentaire et déclare sobrement « La Cour suprême de Pitcairn siégera demain. » Le procès s'ouvre dans la grange, débarrassé de ses volatiles. Un ventilateur a été installé et tourne avec bruit. L'écran de vidéoconférence a été apporté par les 2 assistants du juge qui l'ont rejoint en même temps que 6 journalistes. Tout ce matériel fonctionne grâce au groupe électrogène dont est dotée l'île. Le reste des personnes présentes, qui forment l'assistance, une trentaine d'hommes et de femmes, arborent, pour montrer leur solidarité avec les accusés, un t-shirt illustré d'un seul mot, Bounty. Le juge Moore
frappe de son maillet. « Accusé, Steph Fletcher, levez-vous !» L'interpellé, un homme brun ou d'un mat, qui a effectivement des allures de flibustier, obéit l'air bougon. L'écran de télévision s'allume et l'image d'une jeune femme au physique de Vainé apparaît. Elle commence son témoignage en direct depuis la Nouvelle-Zélande. Elle est visiblement émue et parle avec difficulté. « Steve Fletcher m'a violé lorsque j'avais 12 ans. Il m'a emmené en promenade et il m'a jeté derrière un bouquet d'arbres. Il y avait des complices qui l'attendaient, ils m'ont tenu pendant qu'il me violait. Et vous ne vous êtes pas plainte. À qui? Le maire, c'était lui. L'autorité, c'était lui. Les policiers, ce sont les hommes de Pitcairn qui font cela à tour de rôle. Mais votre mère, les autres femmes, tout le monde s'en moque. Sur l'île, le viol ne veut rien dire. » Le juge Moore insiste. « Votre propre mère, pourtant, vous lui avez parlé. Vous lui avez raconté ce qui s'était passé. » « Oui. Elle m'a dit qu'il lui était arrivé la même chose quand elle avait mon âge, que c'était la tradition. » Le public, qui était resté muet jusque-là, est parcouru par un murmure d'approbation signifiant qu'il est parfaitement d'accord avec la mère de la plaignante. Mais on va entendre plus étonnant encore. Une seconde jeune femme apparaît sur l'écran du tribunal. Elle accuse un autre homme, Terry Young, le meilleur ami de Steve Fletcher. « Il m'a violé lorsque j'avais 12 ans et le pire, c'est que cela s'est passé dans l'église. » Il ne semblait pas gêné. Non seulement il ne l'était pas, mais il y avait des fidèles qui étaient en train de prier. Eh bien, ils ont continué leur prière. Vous ne les avez pas appelés au secours? Si, j'ai appelé, j'ai crié. Ils m'ont fait signe de me taire. Plus tard, j'ai été trouver le pasteur, je lui ai tout raconté. Il m'a dit quelques mots de consolation. C'est tout. Le juge Moore, qui était resté jusque-là parfaitement impassible, manifeste pour la première fois quelque émotion. Est-ce vrai, monsieur le pasteur? Si vous êtes présent dans l'assistance, je vous invite à vous manifester, je vous donnerai la parole en tant que témoin. Pas de réponse. Le pasteur n'est pas là. Le magistrat s'adresse alors au public. Est-ce que l'un de vous sait où on peut trouver le pasteur? Auquel cas, je lui demanderai d'aller le chercher. Mais seul un silence buté lui répond. Le juge Moore pousse un soupir et reprend le cours des débats. Ils se poursuivent ainsi jusqu'au soir et toute la journée du lendemain. Les faits ne soulèvent pas le moindre doute. Pas un des accusés ne nie les agressions sexuelles, mais tous en récusent la gravité. L'un après l'autre, Steve Fletcher en tête, il proclame sans gêne apparente et même avec fierté « Ce sont nos traditions, votre honneur ». À chaque fois, l'assistance ne peut s'empêcher de manifester bruyamment son approbation, à tel point qu'à la fin, le juge menace de la faire évacuer. Les journalistes présents sont abasourdis. Ils ont l'impression d'être sur une autre planète où les lois morales les plus élémentaires n'ont pas cours. Dans ces conditions, le verdict ne peut pas faire de doute. Le juge Moore, toujours vêtu de noir, le proclame de sa voix la plus solennelle après avoir tapé sur la table branlante. Le maire, Steve Fletcher, est condamné à 3 ans de prison pour 5 viols, son complice Terry Young à 5 ans pour un seul viol, le fait que cela se soit passé dans une église ayant été retenu comme une circonstance aggravante. Un 3e homme est condamné à 2 ans de prison. Plusieurs autres se voient infliger des peines d'intérêt général. Steve Fletcher prend alors la parole. « Et où irons-nous, votre honneur? Il n'y a pas de prison à Pitcairn. Vous la construirez vous-même. Ce sera la tâche de ceux qui ont été condamnés à des travaux d'intérêt général et vous les aiderez. Et après, qu'est-ce qu'elle deviendra, cette prison? Si vous continuez vos pratiques, elle n'a pas fini de servir. Sinon, vous en ferez ce que vous voudrez. Un hôtel, pourquoi pas? » Le maire de Pitcairn, descendant du chef des mutins du Bounty, n'en a pourtant pas terminé. Il a encore une objection à formuler. « Lorsque le bateau vient nous ravitailler 2 fois par an, on a besoin de tous les hommes pour décharger. Comment fera-t-on? Je vous accorde de sortir de prison exceptionnellement ce jour-là. La séance est levée. » Ainsi s'est terminé ce procès qui semblait venir d'un autre monde ou d'un autre temps. Cela se passait il y a 5 ans. Aujourd'hui, les condamnés ont effectué leur peine et en apparence, la justice de Sa Majesté britannique a été efficace, puisqu'aucune nouvelle plainte pour viol n'a été enregistrée à Pitcairn. Mais est-ce bien certain? Qu'il n'y ait plus de plainte signifie-t-il vraiment qu'il n'y ait plus de délit? Est-ce que les mêmes mœurs ne continuent pas comme avant, mais en cachette? Ces ahurissantes traditions qui font la fierté des descendants et des descendantes des révoltés du Bounty.
Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables. Tous les crimes sont également affreux. Mais certains nous impressionnent et nous touchent plus que d'autres. Quand une existence jeune et brillante, pleine de vitalité et de promesses, est brutalement brisée, nous ressentons cela comme une particulière injustice. Au moment où débute cette histoire, on peut dire sans aucun doute de Jacques Deborde et de Caroline Ferrier, ils ont tout pour eux. Ils possèdent en effet l'amour, l'argent, la beauté, le talent et une passion partagée pour le même métier. Que demander de plus? Que demander de mieux? L'argent est plutôt de son côté à lui, même si elle n'est pas à plaindre non plus. Jacques Deborde est styliste pour une grande maison de couture, c'est lui l'inspirateur, l'âme de la maison. On peut aussi dire de lui qu'il est un séducteur notoire. Le charme et le talent seraient plutôt de son côté à elle. Caroline Ferrier, qui vient d'avoir 30 ans, est séduisante, et sa personnalité particulière la rend irrésistible aux yeux de Jacques Deborde. Le talent et la passion partagée, c'est la couture bien sûr. C'était leur vocation à tous les deux depuis leur plus jeune âge. Lui dessinait des robes dans la marge de ses cahiers d'écolier, elle habillait ses poupées avec tous les morceaux de tissu qui pouvaient lui tomber sous la main. Lorsque Caroline Ferrier s'est présentée dans la maison de couture, Jacques Deborde l'a tout de suite engagée et, depuis, leur collaboration est devenue exceptionnelle, tant ils se complètent. L'amour, enfin, est peut-être ce qu'il y a de plus surprenant entre eux. Non pas parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, mais parce que Jacques Deborde ne s'était jamais attaché jusque-là. Bien que marié, il accumule les aventures depuis des années. Il loge ses maîtresses dans sa luxueuse garçonnière et il se lasse immanquablement d'elle au bout de quelques mois. Pourtant, avec Caroline, ce n'est pas la même chose. Non seulement parce que, en ce mois d'octobre 2003, leur liaison dure depuis plus d'1 an, mais parce que Jacques est tout aussi épris qu'au premier jour. Il s'est même surpris à faire des projets d'avenir. Mon enquêtrice, Olga, a recueilli le témoignage des protagonistes de cette bien triste histoire. Je vous remercie d'abord de me recevoir et d'accepter d'évoquer encore cette triste affaire. J'aimerais vous poser une première question. Qu'est-ce que votre relation avec Caroline avait de particulier? Je n'ai jamais connu une telle complicité artistique avec quelqu'un. C'est une chose rarissime, extrêmement précieuse, que je n'en retrouverai jamais. Vous l'avez rencontrée comment? Caroline faisait des études de stylisme et elle avait effectué un stage chez moi. Son talent m'a tout de suite sauté aux yeux. Elle savait anticiper les tendances, elle avait du goût, de l'audace. C'était une personnalité hors du commun. On a dit tellement de choses sur nous, vous savez. Aujourd'hui encore. Mais vous aviez choisi de tenir votre liaison secrète. On avait décidé de rester discret. Professionnellement, c'était mieux. La relation entre Jacques Deborde et Caroline Ferrier s'est épanouie dans le cadre de leur travail. Caroline s'est révélée être, au fil des mois, une styliste exceptionnellement douée, faisant l'admiration de Jacques Deborde. Et c'est peut-être pour cette raison que celui-ci, pour une fois, a voulu préserver le secret de sa liaison amoureuse. Je suis pas sûr pour la ligne, là. Ouais, bon. Non, c'est pas, t'as raison. C'est bien, c'est super. Ok. Pardonnez ma franchise, mais vous n'avez pas toujours été aussi discret sur vos relations. C'est vrai, mais Caroline, c'était différent. Les gens n'auraient pas compris, je ne voulais pas qu'elle soit victime de ragots. On travaillait ensemble. Mais revenons au terrible meurtre de Caroline Ferrier, longtemps demeuré inexpliqué. Cet après-midi-là, le meurtrier s'enfuit par la seule issue possible, c'est-à-dire l'escalier principal, et passe obligatoirement devant la loge du gardien
Monsieur Romero, qui pourtant ne le voit pas passer. Le gardien est un homme sérieux, méticuleux, voire maniaque. En effet, il note chaque jour sur son cahier les entrées et les sorties de tous les habitants et de tous les visiteurs de l'immeuble. Un peu plus tard, ce jour-là, M. Romero note d'ailleurs l'arrivée de Jacques Deborde, coutumier de ses visites inopinées à sa maîtresse en plein après-midi. Quelques minutes plus tard, il note que Jacques Deborde ressort en courant, livide. Il était tout blanc, avec un air bizarre, vraiment bizarre. Alors j'ai appelé mademoiselle Ferrier pour voir si tout allait bien. Pas de réponse. Pourtant je savais bien qu'elle était à la maison, car je ne l'avais pas vue redescendre. Et vous savez que je note tout, hein. Monsieur Romero est intrigué par le comportement de Jacques Deborde. Il essaie de joindre Caroline, mais elle ne répond pas au téléphone. Il décide de monter rapidement à l'appartement pour voir ce qui se passe. Mademoiselle Ferrier? Il trouve la porte ouverte. Monsieur Romero est non seulement un gardien consciencieux, mais aussi un homme expérimenté. Il connaît bien Jacques Deborde et ses tumultueuses histoires de cœur. Il en a vu passer des maîtresses. Monsieur Romero s'attend à tout. Mais il est très loin d'imaginer ce qu'il va découvrir. Mademoiselle Ferrier? Oh! J'aime pas me souvenir des sens. J'en rêve encore la nuit, vous comprenez? En fait, vous étiez une des rares personnes à connaître la liaison de Jacques Deborde et Caroline Ferrier. Oui. Mais j'ai pas appelé les paparazzi, hein, non. C'est pas le genre de la maison. Et pourtant, on m'aurait offert des ponts d'or, hein, ça. Et pour vous, c'était une histoire d'amour? Vous savez, moi j'ai aucune imagination. J'observe, c'est tout. Et je vais vous montrer mon carnet de l'époque. Hein. Alors c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Regardez. Là. Monsieur Deborde faisait livrer des roses à mademoiselle Ferrier 2 à 3 fois par semaine. Là. Tu es là. Hein. Je sais parce que j'ai tout noté. Hein. Avec les autres filles, c'était une fois tous les 15 jours, au maximum. Après, plus rien. Oui. Il s'est débarrassé de la fille. Hein. Il se débarrassait de la fille? Enfin, je veux dire que la fille s'en allait, quoi. Enfin, c'est tout. Oui, donc Caroline recevait 2 fois plus de roses et plus régulièrement que les précédentes conquêtes de Jacques Deborde. Ah oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il était amoureux d'elle. Enfin, je ne sais rien. En tout cas, il ambitionnait beaucoup plus que les autres. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit à la police, hein, c'est ça. Est-ce que je peux récupérer mon carnet? Pierre Bellemare, les histoires incroyables. De l'amour et des roses. Mais la liaison amoureuse de Jacques Deborde et Caroline Ferrier laisse M. Romero assez indifférent. C'est un joueur passionné de chevaux et de tiercé. La vérité, c'est que ce 4 octobre, il n'y a pas eu de rose pour Caroline. Ce 4 octobre, c'est aussi M. Romero qui appelle la police et c'est le commissaire Louan qui est chargé de l'enquête. Arrivé sur la scène du crime, la police se met aussitôt au travail et récolte une foule d'indices qui vont éclairer les enquêteurs.
Commissaire, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de revenir sur les lieux du crime, 2 ans après. J'aimerais savoir quelle a été votre première impression quand vous avez découvert le corps de Caroline Ferrier. Bien, pardon. Il y avait plusieurs options, hein, comme toujours. Crime sexuel, crime passionnel, cambriolage qui aurait mal tourné. Mais là, l'autopsie a vite éliminé le scénario de l'agression au caractère sexuel, donc il me restait 2 hypothèses à égalité. Et le meurtre en lui-même? 12 coups de ciseaux dans la poitrine et dans le ventre, des grands ciseaux de couturier. Et pourquoi Caroline avait la tête enfouie sous une étole? Ça, c'est un geste fréquent. En fait, quand l'assassin connaît la victime, ça se comprend, c'est comme s'il supportait pas le regard du mort. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que l'assassin était très énervé contre sa victime, et donc en lui cachant son visage, symboliquement, c'est comme s'il a tué une 2e fois. C'est le signe d'un crime passionnel. Et non, pas forcément, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à faire croire un crime passionnel pour brouiller les pistes. Et vous avez retrouvé des empreintes? Non, à part celle de Jacques Debord et celle de la victime. Et aucune autre? Aucune autre. Comment les empreintes de Jacques Debord et seulement les siennes ont-elles pu se retrouver sur les ciseaux qui ont servi à tuer Caroline Ferrier? D'après Jacques Debord, en découvrant le corps de celle qu'il aimait, il a tenté de la sauver en essayant de retirer les ciseaux. Et puis, paniqué, il est sorti précipitamment de chez sa maîtresse et déclare avoir déambulé dans les rues de Paris sous le choc, perdant même la notion du temps. Donc vos soupçons sont allés directement vers Jacques Debord. Mais c'était son amant, d'accord, mais c'était pas suffisant pour faire de lui un coupable. Eh bien, statistiquement, si. Parce qu'une femme sur 2 qui est assassinée, elle est par son conjoint. Et là, de plus, la mort était survenue entre 17h30 et 18h30. Et d'après le gardien, à cette heure-là, Jacques Debord était la dernière personne à avoir vu la victime vivante. Après avoir erré dans Paris, je me suis réveillé. Et c'est là seulement que j'ai commencé à réaliser les conséquences de ma fuite. J'étais devenu le coupable idéal. On allait lui rendre visite lorsqu'il nous a appelés, et là, il m'a expliqué qu'il avait rendez-vous dans l'appartement de la victime aux alentours de 18h. Donc, il arrive, il la trouve morte. Donc, bien sûr, il panique, il s'enfuit. Et bien sûr, il n'avait aucune raison de la tuer. Et bien sûr, il l'aimait. Et ça n'avait rien à voir avec ses maîtresses précédentes. Et bien sûr, il s'est comporté de façon compromettante. Enfin bref, je suis innocent, monsieur le commissaire. Mais d'emblée, ça vous paraît pas très crédible. Non, parce que ça ne correspond pas au profil du bonhomme. L'enquête de proximité a confirmé la rumeur. Jacques Debord sautait sur toutes les femmes qui passaient à sa portée. À ce point-là? Il faut croire, ouais. Bonjour. Bonjour, ça va? T'as bien dormi? Madame Debord est l'épouse légitime de Jacques. Ils sont mariés depuis de nombreuses années et forment un couple particulier où chacun vit sa vie sans demander de compte à l'autre. Le mari et la femme cohabitent paisiblement et s'accommodent de cet arrangement un peu spécial. Tu y vas? Oui, excuse-moi, je me dépêche, je suis très en retard. Bonne journée. À ce soir? À ce soir. Monsieur et Madame Debord habitaient officiellement sous le même toit. Lui, Jacques Debord, collectionnait les maîtresses dans sa garçonnière. Ça durait 3 mois, 6 mois. Enfin bon. Elle, elle avait l'habitude. Et ma foi, j'ai l'impression que finalement, ça l'arrangeait, quoi. Je me rappelle bien d'elle parce que à chacune de nos rencontres, elle me demandait de ne pas fumer. Elle détestait la fumée de mes cigarios. Et moi, je défaillais sous les effluves de son parfum capiteux. Mais à part ce parfum entêtant, qu'est-ce que vous retenez d'elle? Elle vous a impressionné apparemment. Disons que cette femme portait les bois avec beaucoup d'élégance. Non, elle m'a confirmé que son mari était un tombeur et que malgré tout, il la respectait et qu'elle avait confiance en lui. Et ensuite, vous interrogez le gardien. Vous êtes certain, mais alors certain de chez certain que personne n'est sorti de l'immeuble à part Monsieur Debord. Pendant son interrogatoire, Monsieur Romero, précis et méticuleux comme il l'est, peut se permettre d'être absolument formel.
L'après-midi du crime, il n'a pas bougé de sa loge, et comme son carnet le certifie, il n'a vu entrer et sortir personne de l'appartement de Caroline Ferrier, à part Jacques Deborde. Ce témoignage accablant pour le styliste va peser lourd dans la suite de l'enquête. Et Mademoiselle Ferrier était seule dans son appartement, hein. Ah oui, là, c'est sûr, oui. Vous avez interrogé l'entourage de Caroline, je crois aussi. On a cherché pour voir si la petite pouvait avoir des ennemis dans son entourage, mais rien, personne, quoi. C'était vraiment une gamine sans histoire. Voilà. Enfin, ou plutôt, sa seule histoire, c'était Jacques Deborde. Une histoire exceptionnelle, faite d'attirance, d'amour et d'entente professionnelle. Portée par la complicité qui l'unit au styliste, Caroline Ferrier est devenue peu à peu l'égérie de Jacques Deborde, et plus encore, c'est elle qui dessine une grande partie de ses collections. Donc Jacques Deborde reste votre principal suspect. Oui, mais il y avait quelque chose qui clochait, parce que Jacques Deborde n'avait pas une réputation de jaloux. Il collectionnait les femmes depuis toujours. Oui, mais Caroline intéressait sur un autre plan. Elle était très douée, elle avait du talent. Bah oui, c'est tout à fait ce que je me suis dit, figurez-vous. Caroline l'intéressait professionnellement, elle avait une pêche que lui n'avait plus. Je pense qu'après 30 ans de métier, il s'est soufflé très sérieusement sur le plan créatif. Vous voulez dire qu'il y volait ses idées? Oui, j'irais même plus loin, c'était sa poule aux œufs d'or. Ah oui, d'accord. Vous pensez que Caroline aurait menacé de le quitter? Ça aurait été une catastrophe pour ses affaires. Voilà. Jacques Deborde est donc arrêté et mis en garde à vue. Le commissaire l'emmène sur le lieu du crime, et là, Jacques Deborde fait une découverte qui va changer le cours de l'enquête. Alors? Ça vous rappelle quelque chose? La robe. Attendez. Quelle robe? La robe de Caroline, de Marilyn, il y avait une robe ici. C'est quoi l'importance de cette robe? Expliquez-moi, de quoi il s'agit? Il y avait une robe ici, là, de Marilyn? Il y avait une robe, elle a disparu. Caroline avait une passion pour les robes mythiques du cinéma. Alors je lui ai offert la robe de Marilyn, cette robe de Marilyn. La robe de Marilyn. Il y a des femmes qui volent des diamants. Ce n'était pas le genre de Caroline. C'est raisonnable ça, monsieur Deborde, hein. C'est raisonnable, mademoiselle Caro, mais ça fait plaisir. Ouais. Oh, magnifique. Qu'est-ce que tu vas la mettre? Quelqu'un d'autre connaissait l'existence de cette robe? J'ai posé la question dans leur entourage respectif. Ni sa femme, ni personne n'en avait entendu parler. D'après lui, c'était leur secret, quoi. Ouais, un de plus. Pourtant, cette robe disparue est la clé de l'affaire. Qui l'a volée? Et pourquoi? Et là, j'avais un problème, parce que si on garde la thèse du cambriolage, ça suppose que l'assassin, Jacques Deborde ou un autre, sorte de l'immeuble avec une robe dans les mains. Oui, mais l'enquête de proximité n'a rien révélé de tel. Et le gardien, mon principal témoin, lui n'avait vu passer que Jacques Deborde sans rien dans les mains. Donc, la robe est une pure invention pour nous mettre sur une fausse piste. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. C'est bien une affaire de robe de haute couture, mais qui croire dans cette enquête? La robe de Marilyn est-elle une invention de Jacques Deborde pour brouiller les pistes et gagner du temps? Quoi qu'il en soit, il reste le coupable le plus probable du meurtre de sa maîtresse. Le commissaire, quant à lui, décide de suivre la piste de la robe de Marilyn. En effet, même s'il ment pour se disculper, Jacques Deborde a donné des détails extrêmement précis sur cette robe qui laissent à penser que non seulement elle existe, mais qu'elle a peut-être réellement appartenu à Caroline Ferrier. Et comment vous avez fait pour retrouver la robe? Simple. Je me suis fait passer pour un collectionneur et j'ai passé une offre sur des sites internet.
Le commissaire s'est documenté et, chose incroyable, grâce aux détails fournis par Jacques Debord, il a réussi à retrouver un homme qui dit être en possession de la robe et prêt à la vendre. Le commissaire, dans le rôle d'un collectionneur, fixe un rendez-vous au vendeur dans un café parisien. Oui, c'est Lefebvre. Vous êtes où? Café, le... Ah bah je vous vois. Regardez, juste en face. Ah bah je vous vois, ok. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors? Vous avez fait un bon voyage? Impeccable, hein. Impeccable. Je peux peut-être vous offrir un petit truc, un petit quelque chose? Écoutez, un petit café, volontiers. Ouais. Un petit café, s'il vous plaît. Merci. Alors comme ça, vous vous intéressez aux robes de Marilyn? Bah oui, plus particulièrement même à ça dont nous avons parlé, bien sûr. Alors là, je vous comprends, c'est un objet magnifique. Vous l'avez là? Absolument. Bien. Ah là, je vous laisse Oh là là. découvrir. Monsieur. Oh là là. C'est bien ça. Attendez. Objet unique, hein. D'accord. Monsieur Lefebvre, c'est un mythe pour moi, devenu réalité. Il aurait pu tenter de vous vendre n'importe quoi. Ah bah attendez, je me suis documenté, vous me prenez pour qui, là? Mais par contre, quand il m'a annoncé son prix, alors là, j'ai failli avaler mon cigario, là. Combien? 90 000 euros. Presque 2 ans de mon salaire. Alors là, ça m'a énervé, là. Et donc, les bracelets. Et hop, tu bouges plus, tu ne bouges plus! Ah si, tu bouges pas. Alors, à qui tu l'as acheté cette robe? Un mec de passage à Paris. Et t'es sûr que tu l'as acheté? Mais je vous l'ai déjà dit, ça, c'est mon métier. Oh! Métier. Bruno Lefebvre est connu de la police pour différentes escroqueries. Mais cette fois-ci, c'est plus grave. En voulant vendre la robe de Marilyn, il devient suspect dans une affaire de meurtre. Bah, il y a pas longtemps, alors. Bruno Lefebvre était le client idéal pour le meurtre de Caroline. Vous aviez donc 2 prévenus sur les bras. Ouais, un bourgeois et une crapule. En attendant la suite de l'enquête, Jacques Debord est remis en liberté. À ce stade de l'enquête, la robe reste la clé de l'énigme. A priori, oui. Mais là, vous vous doutez bien que je me heurte à un problème de traçabilité. C'est-à-dire que Lefebvre, lui, me dit qu'il a acheté la robe à un revendeur anonyme. Debord me dit qu'il a acheté un collectionneur canadien clandestinement. Enfin bref, le truc impossible à prouver. Et évidemment, Lefebvre nie avoir volé la robe dans l'appartement de Caroline. Bah, bien entendu. Et là, donc, je fais passer son emploi du temps au crible. Coup de théâtre. Bon bah voilà, vous voyez... Bruno Lefebvre est formel. Il a un alibi très solide. À l'heure du crime, il se trouvait à plus de 400 km de Paris. Des témoins le confirment. Complicité de meurtre. Ça existe. Ah d'accord. Vous voulez me faire tomber à tout prix, quoi. Ben, au prix où tu vends la robe, ouais. C'est le retour à la case départ. Jacques Debord est à nouveau le principal suspect. Oui. Et j'ai un problème. La robe existe. Mais est-ce qu'elle est dans l'appartement de Caroline? Et là, pour en être sûr, il faut trouver une quelconque trace génétique sur le vêtement. Et les analyses montrent qu'effectivement, il y a du sang à l'intérieur de la robe, le sang de Caroline Ferrier. bah, la robe était dans l'appartement alors. Et comment elle en est sortie? En effet, comment la robe très encombrante a-t-elle pu sortir sous les yeux attentifs de M. Romero sans qu'il s'en aperçoive? Jacques Debord avait les mains vides ce jour-là. J'ai donc fait revérifier l'emploi du temps de ce très zélé gardien. Si M. Romero n'avait pas bougé de sa loge le jour du crime, comme il l'a affirmé lors de son premier interrogatoire, il aurait vu le meurtrier emportant la robe de Marilyn. Mais il ne l'a pas vu. C'est donc qu'il a menti. L'après-midi du crime, il s'est bien absenté de sa loge, pas longtemps, 15 minutes, pour aller jouer ses chevaux favoris au café d'à côté. 15 petites minutes qui ont permis au meurtrier d'entrer, de tuer Caroline Ferrier et de sortir avec la fameuse robe. Effectivement, ça change tout. Mais est-ce qu'entre 17h15 et 17h30, quelqu'un a pu rentrer dans l'immeuble et assassiner Caroline?
et repartir avec la robe, absolument. On a calculé qu'il fallait une dizaine de minutes. Et alors là, vous pensez quoi? Ben, là, à ce moment-là, je pense que que j'ai intérêt à avoir une sacrée intuition parce que je vais finir ma carrière en beauté, très loin dans un coin perdu. À ce stade de l'enquête, le commissaire est perplexe. L'affaire s'est enlisée, Bruno Lefebvre a un alibi, Jacques Debord est disculpé, et Caroline Ferrier n'avait pas d'ennemi. Alors, où chercher le meurtrier? Voilà, franchement, j'étais maintenant paumé, quoi. Et puis, soudain... En allumant son cigarillo, le commissaire a une intuition fulgurante. Il reconnaît un parfum capiteux qu'il a déjà senti et qui imprègne le tissu. C'est le parfum entêtant de Madame de Borde. Ce parfum qui, lors de leur première rencontre, avait tant incommodé le commissaire. Il convoque Madame de Borde pour un nouvel interrogatoire. Que faisait-elle l'après-midi du crime? Ça enlève les odeurs. Ça prend de service, hein, vous savez. Où une femme aussi charmante et distinguée que vous passe-t-elle son après-midi le samedi 4 octobre, Madame de Borde? J'assistais à une conférence sur l'art ottoman au musée du Louvre. Bien. À quelle heure s'est finie cette conférence? Je n'en sais rien en fin d'après-midi, comme toutes les conférences. Vous êtes regardé le ticket? Non. Vous étiez accompagné? Non. Qu'avez-vous fait après? Après, j'ai musardé du côté du Palais Royal. Elle était très sûre d'elle, madame, limite arrogante. Alors là, j'ai sorti la robe, je lui ai demandé si elle la connaissait, et si le parfum lui disait quelque chose. J'avoue que cette odeur est plus suave et plus diffuse que l'odeur du cigarios. Pour confondre Madame de Borde, le commissaire lui révèle que la robe est imprégnée de son parfum. Bien sûr, c'est mon parfum. Mais celle-ci ne se démonte pas. C'est un parfum qui est vendu dans le monde depuis plus de 50 ans. Je suivais mon intuition, il fallait juste que je trouve le moyen de la faire vendre. Le commissaire fait durer l'interrogatoire. Il sent que la vérité est proche. Vous connaissez cette robe, n'est-ce pas, Madame de Borde? C'est la robe de Marilyn, la robe qui vole. Qui vole. Mais cette robe... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle est à votre taille. J'aimerais bien que vous la passiez, Madame de Borde. J'aimerais bien que vous la passiez, Madame de Borde. Je voulais pas, c'était ma robe, je voulais récupérer ma robe. C'est tout. Je voulais pas. C'était de ma faute. J'avais offert cette robe à mon épouse il y a une dizaine d'années pour notre anniversaire de mariage. Vous avez offert à votre maîtresse le cadeau que vous aviez offert à votre femme? Oui, je croyais que Hélène ne s'y intéressait plus, qu'elle ne s'en rendrait pas compte. Mais je n'étais pas très à l'aise avec ce présent, évidemment. C'est pourquoi j'ai demandé à Caroline de n'en parler à personne. En offrant ce cadeau unique et si personnel à l'une de ses maîtresses, Jacques de Borde a humilié sa femme et provoqué chez elle une réaction de folie passagère qui lui a fait commettre l'irréparable. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand le commissaire vous a appris que votre femme venait d'avouer le meurtre de Caroline? Comment aurais-je pu imaginer une seconde que ma femme ait pu tuer Caroline? Honnêtement, pour moi, c'était inconcevable. Inconcevable. C'est de ma faute. J'ai fait du mal aux deux personnes que j'aimais le plus au monde. Je les ai perdues. Excusez-moi. Toutes les deux. Ce jour-là, comprenant que sa robe se trouve chez la maîtresse de son mari, Madame de Borde entre dans une colère froide. Elle décide d'aller récupérer son bien coûte que coûte. Elle sait
où se trouve la garçonnière de son mari. Quand elle arrive, elle tombe sur Caroline Ferrier qui ne comprend pas et se défend comme elle peut. Je peux savoir ce que vous cherchez? Dans un accès de folie, obsédée par la robe, elle va tuer la jeune femme. Puis, elle enfile la robe, sa robe, et elle va s'enfuir sans que personne ne la voie. En effet, à ce moment précis, Monsieur Romero est au café. Mais comment la robe est parvenue entre les mains de Bruno Lefebvre? Vous savez, une fois chez elle avec la robe, Hélène de Borde a vite compris qu'elle ne pouvait pas la garder, que c'était beaucoup trop compromettant. Ouais. Et elle a donc immédiatement revendu un trafiquant. Oui, qu'il a rendu à Bruno Lefebvre. Voilà comment une robe a bouleversé la destinée de 3 personnes. Mais celle de Monsieur Romero aussi. Il a changé de métier et il pense toujours aux conséquences de son mensonge. Je m'absentais de temps en temps pendant mes heures de service pour jouer aux courses. J'ai menti parce que je ne voulais pas perdre ma place. Je sais que c'est pas une excuse, mais je l'aurais perdu si j'avais dit aux policiers que je m'absentais. Ça, c'est certain, certain. Vous avez réalisé à quel point votre déposition impliquait Monsieur de Borde? Oui, j'étais condamné pour ça. 6 mois avec sursis, pour faute de voyage. Voilà. Et maintenant, je travaille ici. Vous voyez. Vous savez tout. Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner, Monsieur Romero. Merci beaucoup. J'en prie. Je suis libre. Mais sans Caroline, je n'ai plus goût à rien. Les gens sont différents avec moi. C'est difficile, vous savez, de devoir compter ses amis dans ces moments-là. La position sociale ne met pas à l'abri d'une erreur judiciaire et c'est bien ainsi. Mais on mesure mieux dans ce genre de situation combien l'irréparable peut facilement se produire. Même s'agissant du personnage le plus respectable, le plus admiré. Il suffit d'un rien, d'un faux témoignage, d'un raisonnement hâtif, du manque de combativité de l'accusé, d'un conseil imprudent donné par son avocat pour que la justice penche du mauvais côté. Celle-ci a donc finalement rendu un verdict conforme à la réalité des faits et Hélène de Borde a été condamnée à 12 ans de prison. Quant à la robe de Marilyn, elle a été donnée à un musée. Les visiteurs peuvent à présent l'admirer et peut-être surprendre un peu de son parfum, cet indice impalpable et invisible auquel Jacques de Borde doit son honneur et sa liberté. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Pour les combattants, la guerre ne se termine jamais avec la signature d'un armistice. Ils la revivent chaque nuit, encore et encore. Le bruit des combats, l'odeur de la poudre, le sang versé des camarades. Mais qu'en est-il pour les civils? Pour ceux qui ne perçoivent des affrontements que des rumeurs lointaines? Leur peur n'est-elle pas plus intense encore? Car les visions de cauchemars qui hantent leurs esprits sont pour la plupart imaginaires. On se souvient de ce Japonais oublié sur une île déserte du Pacifique, persuadé que son pays était toujours en guerre et qui continuait à se battre contre des ennemis invisibles. Il était seul, coupé du monde. Comment pourrait-on envisager qu'un événement analogue puisse s'être produit en France, dans un pays peuplé, couvert de routes, doté de moyens d'information modernes? Impossible, me direz-vous. Eh bien, c'est pourtant l'histoire incroyable et tragique qu'a vécue Raymond Quincereau et que m'a raconté Henri Habert il y a quelques années. Nous sommes arrivés sur les lieux en fin d'après-midi. On nous avait prévenu que la veuve Quincereau n'était pas sortie de chez elle depuis 3 semaines.
Une femme de 80 ans vivant seule, c'était pas la peine d'être très futée pour imaginer ce qu'on allait trouver. Et c'est comme ça dans les villages. C'est leur mentalité. Et on attend 3 semaines avant de prévenir la police. Le chef s'est avancé dans l'allée. Et une voix d'homme à l'étage s'est mise à nous gueuler dessus. Il nous menaçait avec sa pétoire. Il disait « Je sais que vous êtes avec les moches !» Et le type dont il parlait, c'était Raymond. Raymond, mon premier amour. On s'était connus dans un bal 5 ans avant la guerre. On avait dansé ensemble. Et il m'avait fait rire, parce qu'il était drôle. Il était drôle. Qu'est-ce qu'on a pu rire tous les deux. Et puis, en dansant, vous savez comment c'est. Bon, c'était, évidemment, c'est pas comme maintenant. D'ailleurs, maintenant, ils s'embrassent plus parce qu'ils sont à 10 mètres les uns des autres. Mais là, c'était, alors, on se faisait des bises. Et puis des bises, des baisers, des vrais baisers d'amoureux. Oh, qu'est-ce qu'il embrassait bien. Ça a été une période merveilleuse. Par contre, celle qui trouvait que ce n'était pas merveilleux, c'était sa mère. Une véritable carde. Elle pouvait pas me sentir. Elle était jalouse. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Elle était jalouse. C'était une petite vieille, tout en noir. Je la détestais. Et et puis je crois qu'elle avait une pension de l'État. Mais elle était radine comme c'était pas permis. Un jour, je vais chez eux pour aller chercher Raymond. Je sais pas pourquoi faire, peut-être pour aller faire un tour. Je me souviens plus très bien, mais enfin, je vais chez eux. Elle me laissait même pas entrer sur le pas de la porte. Elle me dit, mais alors, là, il sec. Elle me dit, Raymond est parti pour le maquis. Mon Raymond parti sur le maquis, pour le maquis. Pour se battre contre les Allemands. Ça, je trouvais ça très courageux. J'étais très fier de lui. Mais enfin, ce que je trouvais moins drôle, c'était qu'il risquait d'y laisser sa peau, quoi. Et en fait, j'ai appris, plus tard, peu de temps après d'ailleurs, j'ai appris qu'il avait été tué. En tous les cas, cet après-midi-là, j'étais en train de jouer avec les gosses du village, et quand on a entendu hurler, quand on a entendu crier le vieux, on a couru tout de suite pour aller voir l'enfermé. Dans le langage régional, l'enfermé est un paysan qui se barricade dans sa maison et menace les gendarmes avec un fusil de chasse. De nombreuses raisons peuvent expliquer ces brusques coups de folie. Une affaire d'héritage qui tourne mal, une saisie d'huissier, un abus d'eau de vie qui saccage le cerveau, ou tout simplement le poids insupportable de la solitude. Il en va tout autrement dans le cas qui nous intéresse. Depuis la mort de son mari et de son fils, la veuve Quinstreau habite seule sa maison. Oh certes, son caractère s'est aigri, ses réactions peuvent être imprévisibles. Mais ce n'est pas elle qui braque un fusil sur les gendarmes. C'est un homme déclaré mort depuis des décennies. C'était complètement absurde. Le chef essayait de faire comprendre à l'enfermé qu'on était venu seul, que les moches n'étaient pas avec nous. Mais le type voulait rien comprendre. Alors, il s'est mis à parler d'une certaine Madeleine. On comprenait absolument rien. Il n'y avait aucune Madeleine au village. Ce type était complètement dingue. Et il ressemblait à la veuve Quinstreau en plus jeune. Il juriait, il insultait. D'accord? Mais nous, on était de plus en plus nombreux devant la maison. Et ça le rendait de plus en plus fou. C'était dingue. Alors, il hurlait, il s'est mis à gueuler comme un branque. Vive la France libre! Fou. Et puis, il y a eu l'explosion. Au fond, il risquait pas grand-chose. La carabine était trop vieille, elle a pété dans les mains du type. Le temps de revenir de notre stupeur, et on entrait en force dans la maison. Les histoires incroyables.
Le gendarme Habert emboîte le pas de son chef et traverse l'allée. Le jardin est en friche, totalement délabré. Mais le pire reste à découvrir. Le chef ouvre la porte de la maison et s'immobilise stupéfait sur le seuil. L'endroit est un cloaque, tapisserie en lambeaux, traces d'humidité partout, meubles pourris, sol jonché d'ordures. Comme si le temps s'était figé. Comme si un monde chaotique s'était statifié au milieu d'immondices. Le sol était poisseux, d'une saleté repoussante. Ils avaient transformé tout le rez-de-chaussée en basse-cour. Il y avait des fientes sur les meubles, sur les tapis. Le chef, elle était tout retournée. Ils avaient aussi recouvert les fenêtres de papier bleu foncé, comme à l'époque de couvre-feu. À ce moment-là, ça lui est apparu comme un détail. Pourtant, la clé de l'énigme 15 roues était là, dans ce papier bleu foncé. Alors le bruit a couru comme une traînée de poudre. Et le blessé, c'était Raymond, le fils Quincereau. Alors moi je comprenais rien puisque j'avais jamais entendu parler de lui. Alors j'ai demandé à un aîné, et l'aîné il m'a dit c'est normal parce qu'il est mort il y a 22 ans. Pendant que mon chef soignait les blessures de Raymond, j'ai entendu une voix sèche et haineuse nous prendre à partie. C'était la vieille Quincereau. Elle n'était plus qu'une forme noire, recroquevillée dans un lit d'une saleté repoussante. Elle disait qu'on avait tout cassé. Ils étaient bien tous les deux, elle et son fils, qu'il fallait qu'on les laisse tranquilles. Si la veuve Quincereau n'était pas tombée malade, combien de temps elle et son fils auraient-ils survécu dans ces conditions sordides, coupés de la réalité, isolés dans leur infecte gourbie? Alors que la vieille femme est conduite à l'hôpital, Raymond guérit rapidement de ses blessures, mais l'explosion de son fusil l'a définitivement aveuglé. Il conservera jusqu'à sa mort, gravées sur ses rétines, les images de sa dernière promenade à l'air libre. C'était en 1943. Peu après, les Quincereau sont interrogés par la police. Et une autre vérité se dessine peu à peu. Et elle est terrifiante. Alors, Marie, la mère Quincereau, avait tué Raymond sur le tard. Elle devait avoir dans les 40 ans. Et à cette époque, c'était vraiment tard pour une première naissance. Alors, elle était possessive. Elle a reporté tout son amour. Il y en avait que pour cet enfant. Elle l'étouffait, elle le gâtait, le gâtait. Je sais même pas trop si elle le gâtait, mais enfin, elle l'aimait à la folie. Elle l'aimait mal, l'étouffait. C'était vraiment, elle avait reporté toute son affection sur lui. Pauvre Raymond. Une fois le père évincé, Madame Quincereau a pu mettre en marche son plan machiavélique. C'est Raymond qui m'a expliqué tout ça une fois qu'il a compris qu'elle l'avait manipulé du début à la fin. Au début, elle s'est servie de faits très réels, très concrets et très crédibles. Pour alimenter son mensonge, Madame Quincereau se servait des nouvelles alarmantes de la guerre. Les nouvelles locales, comme les nouvelles du front de Russie, par exemple. Elle disait qu'elle captait ça sur sa petite radio portative. En fait, le monde autour de Raymond se rétrécissait complètement et il se sentait complètement traqué. Il osait même plus sortir de sa maison. Et finalement, il s'était installé une espèce de petite chambre dans la cave. Parfois la nuit, il arrivait à sortir de son trou, il marchait, mais je sais qu'il n'osait jamais allumer la lumière, ouvrir une fenêtre, il était complètement coincé. Quand on l'a conduit à l'hôpital, Raymond a hurlé pendant tout le voyage.
Il disait qu'il refusait de partir en Allemagne. Il était persuadé qu'on l'amenait au fin fond de la Prusse effectuer le service du travail obligatoire. Quelques jours avant sa mort, il m'a confié son carnet. J'ai toujours du mal à lire ça encore maintenant, mais c'est la seule preuve de cette guerre imaginaire qui a complètement détruit la vie de Raymond. Tout en il y a un passage. Aujourd'hui, maman m'a dit que les Boches avaient perdu un combat en Afrique du Nord. Ils ont été repoussés, il y a eu beaucoup de morts. Mais ça ne change rien ici. Hier, elle a croisé une garnison à l'entrée du village. Elle cherchait quelqu'un. Elle ne m'a pas dit qui, mais je suis sûre que c'était moi. C'est daté du 3 novembre 1960. Nous avons eu du mal à comprendre pourquoi Madame Quincereau avait inventé cette histoire à l'usage exclusif de son fils. Elle est morte sans nous le dire. C'est Raymond qui nous a mis sur la voie, plus tard, quand il a commencé à parler de Madeleine. On aurait dit un adolescent un peu timide, sauf qu'à l'époque, il avait 40 ans. Lorsque la presse a vent de cette incroyable affaire, une corde de journalistes s'agglutine aussitôt au chevet de Mme Quincereau. La malade ne manifeste ni regret, ni culpabilité, car sa vie durant, elle a poursuivi avec acharnement un but unique, s'approprier son fils, le maintenir corps et âme sous son contrôle. Comme elle est le seul lien qui le relie à l'extérieur, elle multiplie les précautions pour préserver son terrifiant secret. Elle casse le poste de radio, explique à son fils que, faute de papier, les journaux ont cessé de paraître. Et pendant 22 ans, en mère abusive, psychopathe, Marie Quincereau entretient soigneusement sa mystification. Par son intermédiaire, elle fait vivre à Raymond la plus effroyable des guerres. Et pour satisfaire sa folie possessive, elle n'hésite pas à recourir à tous les stratagèmes. C'est le gendarme qui m'a dit que Raymond était à l'hôpital. Raymond, vivant. J'ai voulu tout de suite aller le voir. Tout de suite, tout de suite. Je suis entrée dans sa chambre, sans faire de bruit. Il y avait une lumière merveilleuse. J'ai posé mon sac. Il a dit, Madeleine, rendez compte, ça faisait 30 ans qu'il ne m'avait pas vu, il pouvait pas me voir, il était aveugle. Il m'avait pas entendu, il a eu l'intuition que c'était moi, c'était magnifique, c'était merveilleux. Ils ont pris l'habitude de se promener comme un vieux couple d'amoureux, la main dans la main, assis là sur ce banc, et ils s'asseyaient sans rien dire, les yeux dans les yeux. Ils étaient extrêmement touchants tous les deux. On a été heureux, heureux, heureux. Finalement, ce temps de bonheur qu'on a eu a payé largement toutes les larmes et tous les malheurs qu'il avait eus. Je vous ai dit que c'était mon premier amour. J'ai menti. Ça a été mon seul et mon unique amour. Il est mort il y a 10 ans. Ça fait rien. On a été bien heureux quand même. C'est Madame Quincereau et sa folie de mère abusive qui a détruit leur vie et leur amour. En fait, dès qu'elle a compris que son fils allait épouser Madeleine, elle n'a pas supporté qu'une autre femme lui vole son enfant. Alors elle a tout fait, et puis voyant que lui-même était paniqué et ne sortait plus de la maison, elle en a profité pour évincer sa rivale. Elle a même proposé de se faire la passeuse de lettres entre les deux amoureux. Donc elle volait les lettres de Raymond, qu'elle cachait sous son matelas, et les lettres que Madeleine lui donnait pour son fils, elle les interceptait au fur et à mesure. Je vais vous en lire une. Quelque chose. Elle date de 1948, le 18 mai. Mon amour, depuis l'échec du débarquement américain, je ne sais plus quoi penser. Combien de temps encore cette situation va-t-elle durer? Attends-moi, je t'en supplie. Je t'aime. Nous allons nous marier. J'ai la bénédiction de maman. Nous aurons plein d'enfants, car un jour, cette sale guerre sera finie. Bien à toi, Raymond. À sa manière, l'histoire de Raymond est un conte,
Un conte délirant, cruel, raconté par une mère abusive qui a sombré dans la folie. Pendant 1001 nuits, Scheherazade a tissé un fabuleux récit mêlant rêve et réalité, légende et féerie. Et bien des siècles plus tard, Marie Quincereau a accompli un exploit plus incroyable encore, puisque son histoire, elle ne s'est interrompue qu'après 8030 nuits. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Je me souviens d'un fait divers dont on a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années. C'était en septembre 95. Josiane Blick, 35 ans, mariée et demandeuse d'emploi, est victime d'un terrible accident. Et elle ne doit la vie sauve qu'à un extraordinaire concours de circonstances. La presse locale parle alors de la miraculée de Clermont-Ferrand et en fait une star quelques jours durant. Le bon sens, la sagesse, voudrait que la jeune femme se réjouisse de sa chance et n'en exige pas davantage. Mais la sagesse peut-elle résister à un diable en blouse blanche qui vous a pris pour cible? La miraculée de Clermont, c'est elle, Josiane Blick. Non seulement elle survit à un terrible accident, mais en sort indemne. Ça m'a rassurée. Avec quelques simples ecchymoses, je m'en tirerais plus que bien. D'après lui, après quelques jours de repos, je pourrais reprendre tranquillement mes missions d'intérim. Et puis tant mieux, hein, parce qu'avec François au chômage, il fallait vraiment que je travaille. C'est vrai que c'était une survivante, quoi, une miraculée. Et moi, je me disais quand même, après un accident pareil, de 2 semaines seulement de congé, c'était quand même pas beaucoup, quoi. Et bah, d'ailleurs, je vais vous lire l'article qu'on vous a ramené, vous allez voir. Ça explique bien les choses. Un véritable miracle. Hier à Clermont-Ferrand, sur le pont de la Liberté qui enjambe la voie de chemin de fer, une passante a été renversée par une voiture. Sous le choc, la malheureuse a été projetée au-dessus du parapet, mais un train de marchandises chargé de sable, enfin bon bref, c'est donc bien ce sable qui a amorti la chute. Alors, on appelle ça un miracle, hein. Bon, c'est vrai que tu t'en es bien tiré à ce moment-là, mais elle a quand même subi un véritable traumatisme et moi, psychologiquement, après cet accident, je l'ai trouvé fragile, quoi. Passé le soulagement d'avoir survécu à l'accident, Josiane, encouragée par son mari, commence à envisager d'éventuelles compensations financières. Il me demandait sans arrêt si j'allais bien. Il pestait contre notre assurance qui, selon lui, faisait pas assez attention à nous. Bon, je devais toucher une petite indemnité pour l'accident, mais 3 fois rien. Et ça te mettait très en colère, hein? Ah ben ça oui, j'étais en colère, j'étais même très en colère. Attendez, c'est normal. Josiane venait de frôler la mort et on l'indemnisait juste pour 2 semaines de travail perdu. Je trouve ça vraiment dégueulasse, injuste, quoi. Franchement. Oui, enfin bref. Un matin, ça sonne à la porte, alors François va ouvrir. C'était une dame, environ 50 ans, non? Oui. Hein? À l'allure bourgeoise et plutôt dynamique. Cette femme, c'est Louise Bertin. Elle porte une blouse d'infirmière qui inspire confiance. Après quelques minutes de conversation avec François, elle en vient à exposer l'objet de sa visite. Et ce qu'elle propose au couple est proprement sidérant. Bon, on l'a fait rentrer à la maison, on lui a offert un petit café, tout ça. Et là, assez rapidement, c'est vrai que je lui ai dit ce que je pensais sur la façon dont avait été traitée ma petite femme, quoi, Josiane. Elle t'a écouté très attentivement, hein? Ouais. Elle semblait d'accord avec lui surtout. Elle nous a même dit qu'elle trouvait que les conclusions de l'expertise étaient injustes. Ah oui, compte tenu des circonstances de l'accident, quand même. Elle semblait vraiment bien s'y connaître. Puis nous, on était contents de pouvoir parler avec quelqu'un qui nous écoutait, qui nous comprenait, vous voyez. Ah ouais, c'est du bien. Ouais. Mais enfin, on savait toujours pas pourquoi elle était là. C'est là où elle commence à attaquer en disant supposons en fait que les choses aient été plus graves, supposez que vous soyez devenu aveugle par exemple, suite au choc, quoi. Et elle dit ben c'est vrai, vous savez qu'après un accident, parfois il y a des choses plus graves qui arrivent. Bon, moi sur le coup, effectivement, j'étais d'accord avec Madame Bertin. Bon, heureusement, ma petite femme n'avait pas de séquelles, il y avait que des ecchymoses. Enfin, elle n'était pas aveugle, quoi. Et c'est là qu'elle nous a fait une incroyable proposition. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas devenir aveugle à partir d'aujourd'hui?
Elle nous a dit ça avec un drôle d'air. Bon, elle semblait très sérieuse, et puis en même temps, elle avait un petit sourire, voyez? Ah, et puis là, ça devenait clair, quoi. Elle a proposé une combine, une arnaque aux assurances. En fait, elle voulait que Josiane joue à l'aveugle pour toucher l'argent de l'assurance. Une escroquerie. Ce n'est ni plus ni moins qu'une escroquerie à l'assurance que propose au couple Louise Bertin. Son plan, prétendre qu'à la suite de son accident, Josiane a peu à peu perdu la vue. Pour être plus convaincante, l'infirmière appuie son argument sur une offre alléchante. Donc, d'après elle, si Josiane jouait à l'aveugle, enfin devenait aveugle, on pouvait toucher jusqu'à 300 000 euros. Il n'arrêtait pas de me répéter 300 000 euros. Tu imagines 2 millions de francs. Regarde tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Moi, j'étais un peu perdue. J'avoue que au début, j'ai pas compris tout de suite ce qu'elle nous proposait vraiment. Ou alors, je refusais d'y penser. Et là, carrément, elle a commencé à nous dire, elle a pris la route, hein. Elle nous dit, je suis là pour vous conseiller. Puis vous savez, je connais tous les symptômes, pour tromper les médecins, carrément, quoi. Et pour nous rassurer, elle nous a dit, mais c'est pas la première fois. Et j'ai déjà inventé, je crois que c'était, un aveugle à Lille, hein, un handicapé à Montbrisson. Et un sourd à Cancale, je me rappelle encore. Et à eux trois, ils avaient empoché 800 000 euros. Vous entendez? 800 000 euros. Et là, c'est vrai, j'avoue que là, l'argent m'a monté à la tête. Sur le principe, j'étais totalement contre. Vous imaginez, jouer à l'aveugle, et puis en plus escroquer les médecins, la sécu, l'assurance et tout. Mais François venait d'être viré de son usine, et puis finalement, cet argent serait le bienvenu. C'est moi qui t'ai poussé à accepter. On s'est mis d'accord avec Madame Bertin, mais comme ça, tout simplement, d'une poignée de main. On s'est allé, on fonce, et puis si effectivement il y a une forte indemnisation qui tombe, il y aura un tiers pour elle, quoi. Ça nous a paru équitable, et puis il n'y a rien à faire, quoi. Bêtement, on lui a fait confiance. Cette femme nous proposait de frauder, et on lui faisait confiance. C'est surréaliste. Elle m'a appris comment feindre la cécité, soi-disant. Alors pour jouer à l'aveugle, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut marcher en hésitant un peu, faut se cogner dans les trottoirs, les lampadaires. Jouer à l'aveugle n'est pas si simple. Josiane jouait à l'aveugle, ça lui faisait peur, elle était stressée, etc. Et j'allais dire la mère Bertin, là, parce que j'ai du mal à prononcer son nom. Ça l'a pas du tout démonté. Elle lui dit, bon, oui, c'est vrai que l'aveugle, c'est difficile. Faire la sourde, carrément, quoi. Bon. Et là, j'avoue que... c'est horrible. Sourde. Sordide. Bon, elle m'avait dit que ce serait moins bien indemnisé. Et puis, mais que c'était pas évident non plus à jouer. Non, vraiment, moi je me sentais pas du tout de faire semblant d'être sourde. Alors elle m'a dit, écoutez, dans votre cas, la dernière solution, c'est la dépression nerveuse. Et puis d'après elle, c'était plus facile à jouer. Vous voyez? Et ça rapportait quand même 100 000 euros. Il suffisait que je prenne des pilules amaigrissantes et puis que je reste enfermée pendant 2 semaines à peu près, allongée avec les volets fermés, avant la phase suivante qui était l'internement en clinique. Et là, les médicaments en feraient le reste, enfin c'est ce qu'elle m'a dit. Et j'ai accepté. J'ai accepté, alors qu'à l'époque, je pesais seulement 45 kilos. J'ai dit oui. Et là, le regard de Josiane me disait, tu vois, si je fais ça, c'est parce que vraiment je t'aime, quoi. Et moi, tout ce que j'ai su te renvoyer à ce moment-là, c'était... Pense qu'à l'argent, ma chérie, pense à ça, et voilà, quoi. Les histoires incroyables. En dépit de ses réticences, Josiane commence un traitement amaigrissant. Et il s'avère efficace au-delà de toutes ses espérances. En peu de temps, son état de santé donne des inquiétudes. Sa maigreur est telle qu'elle est admise à la clinique des Moulins dans le service du docteur Koubia. Et 10 ans plus tard, le médecin se souvient très très bien de sa patiente.
Tout le monde à la clinique avait entendu parler de la miraculée de Clermont. Quand je l'ai vu débarquer à la clinique avec son mari, je n'ai vu qu'une femme squelettique, les yeux cernés, le visage creusé. Elle marchait difficilement. Son mari, lui, pestait. Il expliquait que tout était lié à cet accident, que 3 jours à peine après être rentrée à la maison, elle avait refusé de se nourrir et s'était enfermée dans sa chambre. Il comptait bien faire établir un bilan de santé de sa femme et toucher une belle indemnité suite à cette dépression. J'avais perdu 5 kilos en une semaine. Ça s'est passé comme elle l'avait dit. Hein. J'étais complètement ensuquée par les calmants, un zombie. J'ai procédé à l'examen complet de Madame Blick et elle souffrait bien d'une grosse dépression post-traumatique. C'était évident. Je commençais à comprendre la rancœur de son mari, même si à mon goût, il parlait un peu trop d'argent. Tout fonctionnait parfaitement, impeccable, quoi. Une semaine après son internement, je ramenais Josiane à la maison. Puis là, j'ai eu Madame Bertin au téléphone qui nous a expliqué que l'assurance allait mandater un médecin pour faire un bilan de santé de Josiane. Et puis, il n'y avait plus qu'à attendre le chèque. Voilà. Mais là, moi, je crois que j'ai vraiment eu un contre-coup de l'accident. Puis avec tous ces médicaments que j'étais pas habituée à prendre, c'était la première fois. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête quand je suis rentrée à la maison. François était sorti un après-midi pour faire les courses et j'ai avalé une boîte entière d'antidépresseurs. Quand François Blick regagne son domicile, sa femme a déjà perdu connaissance. Appelé d'urgence, le SAMU la transporte à l'hôpital dans un état critique. François Blick réalise bouleversé l'absurdité de la situation. Et comme pour réparer sa terrible erreur, il se précipite au commissariat et confie son secret à l'inspecteur Deleuze. Monsieur Blick était totalement effondré. Il répétait sans cesse, cette infirmière, je vais la tuer, je vais la tuer. Sa déposition était totalement décousue. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre toutes les étapes de cette énorme escroquerie à l'assurance. Mais si comprendre est une chose, prouver en est une autre. J'avais besoin d'autres éléments pour pouvoir continuer mon enquête. Et là, j'étais tellement hors de moi. Alors là, je suis allé le voir, je lui ai tout raconté, j'ai bien décrit Madame Bertin. Mais cette espèce de garce-là, elle m'avait donné un faux nom. Elle était introuvable. Donc que faire? Et puis, tout à coup, j'ai dit, attends, l'aveugle de Lille, la paralytique de Montbrisson, la sourde de Cancale. À tout hasard, j'ai téléphoné aux hôpitaux de toutes ces villes évoquées par Blick. Et c'est à Cancale que je suis tombé sur la piste d'un malade qui avait été hospitalisé suite à un accident de travail. Il était devenu sourd. J'ai retrouvé sa trace et en allant chez lui, j'ai tout compris. Lui aussi avait reçu la visite de Louise Bertin. Je n'ai eu aucun mal à lui faire avouer qu'il n'était absolument pas sourd. Et j'ai eu l'impression que, comme Josiane Blick, lui aussi culpabilisait. Aujourd'hui, monsieur et madame Blick regrettent encore d'avoir marché dans la combine. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse tomber dans le panneau à un point pareil? Je sais pas, c'est incroyable, quoi. Je crois qu'on devait être vraiment très vulnérable à ce moment-là. Puis c'est vrai que mon histoire de licenciement, tout ça. Voilà. Enfin, j'en profite aussi pour dire que, et te redire, je crois que je m'en voudrais toute ma vie d'avoir mis la vie de ma femme en danger pour de l'argent. Et parce que du fric, on n'en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de thunes, mais on est ensemble. Et c'est ça le plus important. Moi, je fais bien aujourd'hui. C'est de l'histoire ancienne, même si on en a bavé pendant un bon bout de temps. Et vous savez, nous, on est allés au procès, nous aussi. Hein. Mais on n'a pris que du sursis. Enfin, que du sursis, façon de parler. Cette femme, elle est allée en prison. Mais même aujourd'hui, j'arrive pas à la plaindre. Elle a failli me tuer, quand même. Puis vous savez ce qu'elle a fait avec nous? Ben, elle l'a fait avec plus de 20 personnes. Et beaucoup sont allés jusqu'au bout. Grâce au témoignage des Blick et de l'homme de Cancale qui avait abusé son assureur, l'inspecteur Deleuze retrouve la trace de Louise Bertin. Il la localise dans un pavillon bourgeois de la banlieue parisienne. Et sur la table du salon, il découvre une pile de journaux. Un article surligné relate l'accident survenu à Josiane. Estimant avoir réuni suffisamment de preuves à charge, le policier place la fausse infirmière en état d'arrestation, puis en garde à vue. Aujourd'hui, tandis que Josiane et François tentent d'oublier leur mésaventure, Louise Bertin souffre dans la cellule de sa prison
d'une grave dépression nerveuse. Une neurasthénie parfaitement authentique, elle. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Le marin et la mer. Une histoire faite d'amour et de malheur qui perdure depuis la nuit des temps. Le Saint-Yves, un chalutier breton, trace sa route depuis 2 semaines vers Terre-Neuve. Jusqu'à présent, les prises sont maigres et le moral de l'équipage en berne. Dans cette nuit glacée, l'homme de quart, resté seul sous les étoiles, rêve-t-il aux vieilles superstitions et aux bateaux fantômes? Laisse-t-il son esprit divaguer dans la tempête? On peut l'affirmer, à en juger par le regard fixe qu'il porte sur l'horizon houleux et par ses mains crispées sur la barre. Pourtant, le marin est loin d'imaginer que la campagne de pêche à laquelle il participe va bientôt défrayer la chronique, qu'elle va surpasser les légendes les plus extravagantes qui se colportent de port en port, car la réalité est souvent plus insolite encore que l'imagination fertile des marins solitaires. Si on m'avait raconté cette histoire, je pense que je l'aurais jamais cru. Mais là, il se trouve que j'ai pris part, bien malgré moi, à ces événements et je suis bien forcé de reconnaître qu'il doit y avoir encore une part de mystère sur cette terre. Bon, trop bien. Moi, j'étais second sur le Saint-Yves. C'était la première fois que j'occupais ce poste. J'imaginais un peu comment j'étais nerveux. Tu faisais bourde sur bourde. Bon, on lui en tenait pas rigueur, on le connaît bien, notre Marcel. Toujours prêt à payer sa tournée. Et il tombait une putain de bruine depuis 3 jours. Pas compliqué, on n'y voyait rien à 20 mètres. Nous, on aurait déjà fait demi-tour, hein, si on n'avait pas eu les radars. Voir aussi le capitaine qu'on avait, Yann Crozier. Ouais. Une vraie tête de pioche, celui-là. C'est surtout qu'il était soucieux. Attends, il faut dire que la saison, elle avait été catastrophique quand même. Hein. Ah oui, j'étais trop vieux sur ce job. C'était un gars d'une autre époque, comme le Rafio d'ailleurs. Heureusement qu'on était une bonne équipe quand même. Ce matin-là, il y avait une purée de poids comme j'en ai jamais vu. C'était impossible de faire le point. Je suis monté au poste pour demander un coup de main au capitaine et c'est là que tout a commencé. Ouais, je me souviens, on était tous sur le pont. Et c'était tellement glissant que j'ai failli me casser la gueule. Alors j'arrive dans le poste de commandement et puis là, je vois un gars en vareuse bleue. Il était de dos, il regardait la mer. Moi, je pensais que c'était Crozier. Alors, je cherchais un petit peu mes mots pour pas qu'il se mette en rogne. Et puis, je m'approche de lui, je l'interroge. Et là, le gars, il se retourne, puis tout à coup, je me rends compte que c'était pas le capitaine. Et puis rien du tout, hein. Y a rien à faire, hein. C'était pas un gars de l'équipage. Hein. Ça, moi, je connaissais pas cette tête-là. Et puis il était trop bien habillé, de toute façon. Marcel le Disquier se glace d'effroi. L'homme qui lui fait face lui est parfaitement étranger. Il ne l'a jamais vu à bord, il en est sûr. Après 2 semaines de navigation, Marcel est naturellement capable de désigner chaque membre de l'équipage par son nom ou par son sobriquet. La fatigue, le chaud-chêne dans le café, lui aurait-il brouillé l'esprit. Il scrute l'inconnu attentivement. Il est grand, distingué, imperturbable. Il est âgé d'une 40aine d'années, porte une barbe noire. L'intensité de son regard est hypnotique. Pétrifié, Marcel n'a pas la force de lui demander qui il est et ce qu'il fait là. Les 2 hommes se dévisagent en silence, et Lodisky ressent soudain un étrange et inexplicable sentiment de culpabilité. Je crois que j'ai dit un truc dans le genre « Excusez-moi, monsieur ». Je suis sorti sans demander mon reste. Hein. Non, j'étais complètement déboussolé, moi. Puis alors les autres marins, ils continuaient de bosser, comme si tout ça c'était normal. Alors il y avait le capitaine qui parlait, il était debout sur le pont inférieur. Je me suis approché de lui, en me demandant vraiment si j'avais pas rêvé. Je me souviens, il avait le visage tout blanc quand il a interrompu le capitaine. C'est sûr, Yann Crozier, il aimait pas beaucoup qu'on le dérange. Il t'a fusillé du regard et toi tu t'es empêtré dans des explications. Attends, moi je savais pas comment lui expliquer, t'es marrant. Je vois un gars élégant, un grand, dans la cabine, mais que je connaissais pas. Même moi j'y croyais pas. Enfin, comment c'était possible qu'on embarque un passager clandestin sur le Saint-Yves? Même un gosse de 4 ans, il pourrait pas s'y planquer. Bon, alors à la fin, j'étais tellement paniqué que le capitaine, il a quand même accepté de me suivre.
Marcel Ledisquier et Yann Crozier retournent ensemble dans la cabine. Ils l'inspectent de fond en comble sans trouver la moindre trace du passage de l'homme mystérieux. L'inconnu a-t-il seulement existé? Marcel a-t-il été victime d'une hallucination? S'agit-il d'une apparition, d'un spectre, de l'âme errante d'un capitaine? Yann Crozier rit de bon cœur. Son second a dû forcer sur le chouchen, voilà tout. Mais Marcel insiste. Il jure ses grands dieux qu'il n'a pas rêvé. Cependant, tout en plaidant énergiquement sa cause, un doute s'installe dans son esprit. Je savais plus du tout quoi penser, moi. Bon, c'est vrai que j'étais stressé par mon nouveau poste. Enfin, de là à aller inventer des passagers clandestins quand même. Puis l'autre gars, il aurait très bien pu descendre par l'autre échelle quand il nous a vu arriver. Le poste de commandement était parfaitement rangé, comme à son habitude. Puis j'ai remarqué l'ardoise du capitaine posée près du tableau de bord. Et je lui ai donné sans rien dire. Ouais, c'était une de ses vieilles habitudes, ça. Il avait toujours une ardoise sous la main. Bah, il notait des choses où il faisait des calculs. Bah, demandez si je m'en étais servi. Il m'a dit ça comme ça, sans réfléchir. Moi, j'ai une écriture de chat. Alors que là, les lettres, elles étaient bien formées, bien rondes, enfin, à l'ancienne, vous voyez, quoi. Ouais, j'ai lu le texte par-dessus l'épaule du capitaine. Et il disait juste gouverner Nord-Ouest. Alors, c'était bien la preuve qu'il y avait quelqu'un à bord, quand même, hein. Un clandestin ou un autre truc de moins catholique que ça. N'importe quel marin, il aurait eu les cheveux dressés sur la tête. Mais ça, c'était pas dans les habitudes de Crozier. Ah non, lui, il est resté calme, il nous a demandé de pas bouger, et puis il a été rassemblé tout le reste de l'équipage. Notre radio était en rade. À vrai dire, la situation était assez catastrophique. Ça faisait 12 jours que le Notre-Dame des Mers était pris en étau entre deux plaques de glace. Alors j'ai fait faire un feu sur la banquise, mais c'était surtout pour distraire mes gars. On était trop éloignés de toute voie de navigation pour espérer des secours. Les 9 premiers jours, je me suis efforcé de tenir mon rôle de médecin comme à l'habitude. Je montrais aux marins les techniques pour résister au froid. Bien sûr, j'étais conscient de la gravité de la situation, mais je m'efforçais de ne pas le montrer. C'est le 10e jour que tout a basculé pour moi. L'événement a eu lieu au matin du 10e jour. Le docteur Rosemar était absent lors du petit déjeuner. Alors, je suis descendu à sa cabine, inquiet. Il était étendu sur le sol, plongé dans un profond sommeil, proche du coma. J'étais très attaché à mon métier à l'époque, mais aujourd'hui, après ce que j'ai vécu, je ne suis pas sûr de pouvoir remettre les pieds sur un bateau. Bah à ce moment-là, il y avait juste le capitaine en face de nous qui nous demandait d'écrire gouverner Nord-Ouest sur un bout de papier. Il a bien vu tout de suite que le message, c'est pas nous qui l'avions écrit, hein. Non, ça c'est sûr, aucun de nous, c'était pas possible. Parce qu'en fait, l'écriture, c'était plutôt l'écriture d'un homme de lettres, hein, pas celle d'un marin breton. Enfin, il n'y avait pas besoin de faire un dessin pour comprendre que tout ça, c'était pas naturel, hein. Non, c'est vrai qu'on commençait à se dire entre nous que Marcel, il avait rencontré un fantôme. Et je peux vous dire que c'était pas rassurant. Et les fouilles n'ont servi absolument à rien. Il n'y avait aucun signe de clandestin à bord, pas la moindre couverture laissée à l'abandon, ni déchets de nourriture, ni rien de ce genre. On était tous là, debout, dans la brume, comme des sémaphores. On attendait que le capitaine nous donne un ordre, n'importe lequel. Moi, je l'avais jamais vu aussi sérieux. Mais je crois qu'il a eu une intuition, en fait. Parce que il a réfléchi un petit peu, et puis il nous a dit gouverner Nord-Ouest. Puis c'est tout. Les histoires incroyables. L'ordre du capitaine est sans appel. Gouverner Nord-Ouest. Ce déroutage signifie pour les marins qu'ils vont devoir affronter les bourrasques de vent glacé et les premiers icebergs. Mais vont-ils pour autant percer le mystère de la présence de l'inconnu à bord et la signification du message qu'il a laissé?
Les hommes en doutent, sans oser protester. Le capitaine Crozier semble si sûr de lui, comme guidé par une force qui le dépasse, comme mu par une fulgurante intuition. Durant 2 jours, la vigie scrute en vain la mer déserte. Alors que Crozier commence à douter du bien fondé de sa décision, qu'il s'apprête à ordonner de faire demi-tour, les infrastructures d'un navire apparaissent à l'horizon. En quelques minutes, tout l'équipage est sur le pont. C'était un petit chalutier. Il s'était fait prendre par les glaces, Dieu sait comment. Du Saint-Yves, on voyait les silhouettes des marins s'agiter sur la banquise. J'ai repéré tout de suite le drapeau français. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'on était content de les aider dans tous les cas. Mais bon, c'était chouette de tomber sur des compatriotes. Le capitaine a ordonné à ce moment-là de mettre la chaloupe à la mer. Et on s'est retrouvés comme des forcenés à ramer vers la banquise. J'avais fait une erreur de navigation idiote. À cause de ça, on aurait pu tous y passer. La glace commençait à enserrer la coque du bateau. Une étreinte fatale. Et le pire, c'est que, vu le froid, j'étais même pas sûr qu'on sera encore assez vaillant pour assister au naufrage du chalutier. En fait, on a commencé à se diriger à pied vers le chalutier. Et tous les marins autour de nous, ils nous répétaient sans cesse, on savait que vous alliez venir, on vous attendait. Je suis monté sur le pont en m'agrippant à la rambarde, à peine remis de cet état comateux, et bizarrement, je savais exactement ce que j'allais voir. Quand j'ai vu le docteur Rosemar sortir sur le pont, alors là, c'est comme si j'avais eu un éclair qui me traversait de tout le corps. Alors j'ai attrapé Philippe par le bras et puis j'ai dit c'est lui. Voilà, c'est le gars que j'ai vu sur le Saint-Yves. Je suis resté dans cet état 8 heures environ. Et quand j'ai repris connaissance, je ne me souvenais absolument de rien. Par contre, j'avais comme une certitude, un bateau allait venir nous chercher dans les 2 jours. Je me rappelle, j'ai même pu faire une description précise du Saint-Yves. Lorsque le docteur Rosemar émerge du coma, il n'a aucun souvenir. Son corps et son esprit se sont-ils transportés dans une autre dimension pendant quelques heures? A-t-il déjoué l'espace-temps pour faire parvenir un message de détresse au Saint-Yves et sauver ainsi ses compagnons? Cette explication est trop extravagante pour que j'y puisse y souscrire. Mais, après avoir longuement décortiqué les éléments de cette affaire ahurissante, je n'ai trouvé aucune réponse satisfaisante. Alors plutôt que de me prononcer, je préfère penser qu'il s'agit là d'un nouvel épisode de l'histoire sans fin qui se joue depuis la nuit des temps entre l'homme et la mer. Les hommes pêchèrent leur tribut à la mer. À charge de revanche, la mer leur accorderait-elle parfois la grâce d'un miracle? Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Les yeux mi-clos, le visage emmailloté de bandelettes, Benoît Baron gît dans la chambre stérile d'un hôpital. Portant masques chirurgicaux et blouses jetables, 3 hommes et une femme se tiennent à ses côtés. Marie Baron, la mère du jeune homme, pleure en silence. Un médecin surveille le bon fonctionnement de la pompe à morphine et un lieutenant de gendarmerie épie les faits et gestes du 3e homme, Jean Congère, un kinésithérapeute. « Détends-toi », susurre ce dernier à l'oreille du blessé. « Ce ne sera pas douloureux. » Le visage impassible du garçon semble moulé dans de la cire. Congère interroge les autres du regard. « Puis-je commencer ?» Le médecin acquiesce. Le gendarme se contente de hausser les épaules. « Faites ce que vous avez à faire », pleurniche la femme. « Vous risquez d'être impressionné. Ne criez pas. Évitez les gestes brusques, recommande le kiné. Durant un instant, seul le ronronnement des machines et les sanglots étouffés de Madame Baron troublent le silence de la chambre. Benoît Baron, 17 ans, traumatisé crânien, va-t-il être capable de se remémorer les circonstances qui ont provoqué son coma? Va-t-il parvenir à reconstituer l'événement, agression ou accident,
qui a détruit sa vie. Car pour que justice puisse être rendue, le seul espoir repose maintenant sur cette séance d'hypnose. Le 15 novembre 2004, empruntant une route secondaire, Vincent Sefrioui rentre chez lui au volant de sa voiture. À la sortie d'un virage, il aperçoit une mobilette couchée en travers de la chaussée. L'engin est disloqué et des taches brunes d'huile et de sang maculent les débris. Plus loin, en contrebas, une main blafarde émerge du talus. Un bras prolonge la main et conduit au corps inerte d'un adolescent. Sefrioui s'arrache de son siège, s'agenouille près de la victime et constate que son pouls a cessé de battre. Les chromes du guidon d'un second vélomoteur attirent bientôt son attention. Non loin de l'épave, un autre garçon gît, inanimé, mais en vie, en lisière d'un champ. Dans l'heure qui suit, les gendarmes identifient sans peine les victimes. Il s'agit de cousins dont les familles respectives habitent à quelques kilomètres de distance. Celui qui est décédé s'appelait Michel Lecoeur. L'autre, qui est entre la vie et la mort dans le service de réanimation de l'hôpital d'Annecy, se nomme Benoît Baron. Benoît, un petit brun costaud, cheveux courts, et le troisième d'une famille de 4 enfants. Après une scolarité sans grand éclat, il a obtenu un CAP de mécanique automobile et a trouvé un emploi d'apprenti dans un garage. Et à ses moments perdus, il utilise les outils mis à sa disposition pour enjoliver sa mobilette. Bien sûr, vêtu d'un blouson de cuir vermillon et d'une casquette tournée à l'envers, il frime un peu, Benoît Baron. Mais c'est un garçon calme et travailleur que tout le monde apprécie. Outre la passion pour les 2 roues qu'il partage avec Michel Lecoeur, son cousin, Benoît est amoureux d'Agnès, une jeune fille de son âge. Les gendarmes reconstituent sans difficulté l'emploi du temps des adolescents dans les heures qui ont précédé le drame. Benoît a occupé son après-midi à aider un ami à repeindre son scooter. Puis il a dîné en famille avant de sortir vers 20h30. « J'ai rendez-vous avec Agnès », avait-il dit à ses parents. « Je serai de retour dans 1 heure ou 2. Ne m'attendez pas. » À la sortie du village, Benoît croise Michel sans doute par hasard. Les cousins échangent des confidences, tout en roulant au pas sur une distance d'environ 2 kilomètres, jusqu'à l'endroit où leurs corps pantelants seront découverts. Que s'est-il passé exactement sur l'étroite route déserte? Les enquêteurs privilégient d'abord l'hypothèse d'une collision frontale. Ils évoquent à mi-mot le jeu de la mort, ce défi stupide auquel se livrent certains motards, et qui consiste à se croiser en se frôlant à pleine vitesse avant de s'éviter in extremis. C'est absurde. Jamais Benoît n'aurait fait une chose pareille, s'indigne Madame Baron. Il détestait la vitesse. Et puis, il a eu trop peur d'abîmer sa mobilette. Au terme de 2 mois de soins intensifs, Benoît émerge enfin du coma. Ses yeux papillonnent, il reconnaît ses parents, ses sœurs, et parvient à bredouiller quelques mots. Le lieutenant de gendarmerie, accouru aussitôt, l'interroge. Vers 21h, tu roulais sur la départementale en compagnie de ton cousin, c'est bien ça? Que s'est-il passé ensuite? Je crois qu'on parlait de filles et de voitures, j'ai mis le blessé. Vous êtes-vous télescopé en roulant l'un vers l'autre? Benoît dévisage le gendarme d'un air ahuri, mais non. Pourquoi aurait-on fait ça? C'est absurde. Une voiture vous a-t-elle heurté de plein fouet? Le fond de l'adolescent se plisse de rire douloureuse. Non, je ne crois pas. Je m'en souviens plus. C'est comme si j'avais un trou noir dans la tête. Le gendarme s'en retourne bredouille, tandis que les parents de Michel Lecoeur ignorent toujours les circonstances de la mort de leur fils. Alors, pour sortir de l'impasse, le juge d'instruction en charge de l'affaire décide de faire appel à Jean Congère, un kinésithérapeute spécialiste de l'hypnose. Parviendra-t-il à déverrouiller le cerveau traumatisé de l'adolescent, à obliger sa mémoire endommagée à restituer les images de la nuit du drame? C'est l'expérience ultime, celle de la dernière chance. Les 3 premières séances sont peu concluantes. Certes, le trou noir que Benoît prétend avoir dans la tête se comble peu à peu, des réminiscences refont surface, des pans entiers de souvenirs effacés antérieurs à l'accident réapparaissent par lambeaux, mais sa mémoire se refuse encore à livrer ses secrets. Congère tente alors un 4e et dernier essai, et lorsque le blessé est en état d'hypnose profonde, le soignant reprend une nouvelle fois son interrogatoire.
Il fait nuit. Tu roules lentement sur ta mobilette aux côtés de Michel. Oui, et Michel me double. Dans ses récits précédents, jamais Benoît n'avait encore franchi cette étape. La voix de Congère s'épaissit dans sa gorge. Michel te dépasse. Vous roulez donc l'un derrière l'autre. Oui. Et puis, j'aperçois des phares. 4 phares blancs qui foncent sur nous. Tandis que Madame Baron s'enfonce un mouchoir dans la bouche pour ne pas crier, le lieutenant Chevrier s'approche de la tête du lit. Que fait ce véhicule, Benoît? Le conducteur freine-t-il quand il vous aperçoit? Oui. La voiture s'arrête au milieu de la route, à 10 mètres de nous. Elle s'arrête. Très bien. Que se passe-t-il ensuite? Une portière s'ouvre, nous barre le passage. Le conducteur descend lentement du véhicule. Congère repousse le policier du plat de la main et lui fait signe de se taire. Que fait cet homme, le conducteur de la voiture? Benoît hésite, ses lèvres tremblent, son corps se crispe douloureusement. Il nous insulte, sans raison. Il nous traite de tous les noms. Il hurle des mots orduriers. Pour quelle raison fait-il ça? Je sais rien. On n'avait rien fait de mal. Benoît, bien sûr, bien sûr. Que fait ensuite cet homme qui vous insulte? Il reste là à hurler comme un démon au milieu de la route? Je pense qu'il était ivre. J'ai peur qu'il nous agresse. Je veux faire demi-tour et mettre les gaz pour rentrer à la maison. Mais Michel marche vers lui. Ton cousin n'apprécie pas les injures. C'est naturel. Ah oui, mais je lui dis de laisser tomber. Mais il m'écoute pas. Quand il est près de la voiture, 2 autres types en sortent et se jettent sur lui. Le kiné tapote la main du blessé. Dans le fond de la chambre, Madame Baron pleure à chaudes larmes. Continue, Benoît, ne t'arrête pas. Est-ce que les hommes frappent Michel? Il fait nuit. J'arrive pas bien à les distinguer, mais j'entends des cris. Et au bout d'un moment, Michel revient vers moi en chancelant. Il a le nez en sang, il enfonce sa bécane sans rien dire, passe devant moi et fonce sur la route en zigzagant. Congère observe furtivement le gendarme. Il griffonne des notes. Le souffle de la l'essence s'accélère, ses pupilles se dilatent. Que se passe-t-il ensuite? Demande le kiné. Les 3 hommes remontent à bord de leur Golf. Quelle couleur la Golf? Sombre, marron ou bleu marine. Un ancien modèle tout cabossé. Et la voiture démarre? Oui. Le type au volant, il rate la première. L'embrayage patine. Je me retourne. Les phares blancs sont dans mon dos. Je sens le souffle du pare-choc contre ma roue. Et après, tout devient noir. Fort de ces nouveaux éléments, le médecin légiste réétudie le corps de Michel Lecoeur. Il en déduit que les blessures ont été provoquées par un véhicule. Non content de heurter les garçons, le chauffeur de la Golf a fait marche arrière pour écraser Michel. Éjecté de son vélomoteur, catapulté dans le champ voisin, Benoît a échappé miraculeusement à la folie de l'assassin. Reste aux gendarmes à découvrir l'identité des passagers de la voiture et les raisons qui les ont poussés à commettre ce carnage. Règlement de compte ou altercation qui tourne mal? Les cousins n'ayant pas d'ennemis connus, les experts concluent que le chauffeur ivre ou drogué a vraisemblablement commis un acte gratuit. L'enquête piétine encore 2 ans, jusqu'au jour où une bagarre éclate à la sortie d'un bar. Des hommes ivres se querellent, échangent des coups. 2 d'entre eux dénoncent publiquement le 3e d'avoir écrasé un gamin sur une route déserte. Des témoins relèvent les numéros des plaques minéralogiques de leur véhicule et alertent la gendarmerie. Accusé d'homicide volontaire, Fernand Méchou est arrêté et passe aux aveux. Il est condamné à une peine de 20 ans de prison pour homicide volontaire et tentative d'homicide. Ses compères, des loupards alcooliques, écopent eux de 4 ans de réclusion. Après avoir prononcé le verdict, le juge a posé à l'assassin une ultime question. Vous avez agressé 2 adolescents sans défense. Vous les avez percutés volontairement et vous avez roulé sur le corps de l'un d'entre eux, comme pour vous assurer qu'il ne survivrait pas. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, a grincé le condamné, cette nuit-là, j'étais pas d'humeur à supporter que des gamins puissent être heureux. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare.
Vous avez été captivé par cette histoire de Pierre Bellemare? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de laisser une note à ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt.